Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans cet épisode du mini yoga en vous. Aujourd'hui, je te propose un petit voyage dans le temps pour découvrir 10 faits surprenants sur l'histoire du yoga. On va parler d'origine des mots, de pratiques étonnantes, de tapis de yoga et même de Beatles. C'est mon groupe préféré. Que tu sois débutant, débutante ou yogi confirmé, tu vas voir que le yoga a traversé les siècles avec des évolutions parfois surprenantes. C'est parti! Alors tout d'abord, l'origine du mot yoga. Le mot yoga vient du sanskrit yuj et signifie union ou attaché. Mais à l'origine, cette union, en fait, c'est l'union entre le soi et le grand tout, l'univers, l'âme universelle. Donc c'est vraiment l'idée que notre ego fasse un avec l'univers, avec le grand tout. Mais aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui réduisent ce mot yoga à l'union entre le corps et l'esprit. C'est une belle interprétation, c'est vrai, mais c'est un peu réducteur puisque ce n'est pas la signification originelle et que derrière ce mot, il y a vraiment un univers beaucoup plus philosophique. Alors, ensuite, je voudrais te parler de Patanjali et les Yoga Sutras. Patanjali a codifié les Yoga Sutras entre 500 avant Jésus-Christ, 300 après Jésus-Christ, on ne sait pas exactement. Ce sont en tout cas des aphorismes qui décrivent le yoga et qui restent une référence majeure encore aujourd'hui. Et dans ce texte, étonnamment, il parle très peu de posture. La seule qu'il mentionne, c'est la posture assise pour méditer. Son yoga est surtout éthique et méditatif, donc avec les 8 membres du yoga, ce qu'on appelle Ashtanga, qui vont de la discipline morale à la méditation profonde. Et ce texte nous rappelle que le yoga, loin de se réduire à un enchaînement de positions, c'est un vrai chemin intérieur, une manière de vivre et d'agir dans le monde. Ensuite, troisième point, le yoga a pu donner lieu à des pratiques extrêmes. Les textes anciens, notamment justement les Yoga Sutras, parlent des tapas. C'était des exercices ascétiques destinés à fortifier le corps, à purifier l'esprit. Et certains yogis faisaient des choses incroyables. Par exemple, ils restaient assis des jours, voire des semaines sans bouger. Ils gardaient un bras levé pendant des mois. Ils marchaient pieds nus sur des chemins brûlants ou accidentés. Ils arrivaient à contrôler leur respiration de manière très poussée, jusqu'à atteindre des états méditatifs profonds. Ils maintenaient des positions d'équilibre vraiment insolites sur un pied ou un rocher pendant de longues périodes. Donc tout ça, comme je vous le disais, c'était pour entraîner la discipline et la concentration, pour renforcer le corps et l'esprit. Ces pratiques étaient réservées à des yogis très expérimentés. C'était un vrai entraînement du corps et de l'esprit pour développer la maîtrise de soi et la force intérieure. Quatrième point, on va voir l'arrivée du yoga en Occident. Donc le yoga arrive en Europe et aux États-Unis à la fin du 19e siècle grâce à Swami Vivekananda, un maître indien très charismatique qui se présente au Parlement des religions de Chicago en 1893. Et à ce moment-là, il fascine le public par son éloquence et sa vision du yoga comme philosophie universelle. Vivekananda insiste sur la méditation, l'éthique, le développement personnel, plutôt que sur les postures physiques. Mais le yoga reste assez marginal jusqu'aux années 60, où il devient un vrai phénomène mondial. Il est adopté pour la relaxation, la méditation et la conscience corporelle. On peut dire que c'est à ce moment-là que le yoga commence vraiment à franchir les frontières culturelles et à toucher les occidentaux de tous horizons. On voit d'ailleurs des photos de stars qui se mettent au yoga. Il y a des photos de Marilyn Monroe, par exemple, qui fait du yoga. Il y a Yehudi Menuhin aussi, le violoniste. Voilà, j'en mettrai peut-être sur mon compte Instagram pour que vous voyez ça. Le 5e point, les postures modernes. En fait, les enchaînements dynamiques modernes, comme on trouve dans le vinyasa ou dans le power yoga, sont un mélange de yoga traditionnel et de gymnastique occidentale, parfois même inspiré de la gym suédoise. Par exemple, les salutations au soleil, popularisées par Krishnamacharya dans les années 30
40 sont aujourd'hui incontournables dans la plupart des cours modernes. Elles n'existaient pas dans les premiers temps du yoga, ni même au 19e siècle. Ça, c'est un exemple parfait de comment le yoga a évolué en s'adaptant aux besoins du corps moderne, tout en restant fidèle à son esprit d'origine. 6e point, on va parler des Beatles. Donc je vous le disais, c'est mon groupe préféré. Dans les années 60, George Harrison et les Beatles découvrent le yoga et la méditation. Ils rencontrent notamment Maharishi Mahesh Yogi et participent à ses retraites de méditation transcendantale. Leur enthousiasme contribue à populariser le yoga en Occident en mêlant musique, spiritualité et contre-culture. Et c'est un peu grâce à eux que beaucoup de gens associent aujourd'hui yoga et quête de sens. Ensuite, fait numéro 7, on va parler des yogis centenaires. Certains maîtres yogis ont vécu de longues années en pleine forme. Par exemple, Krishnamacharya est mort à 100 ans ou 101 ans et il a enseigné très très tard, tout comme B.K.S. Iyengar qui est mort à 95 ans et qui a aussi enseigné très longtemps. Mais je ne veux pas dire non plus que le yoga garantit la longévité, il favorise surtout la santé, la conscience de soi et le bien-être. Fait numéro 8, les interdictions et les usages politiques. Pendant la période coloniale britannique, en Inde, le yoga était réprimé. Les autorités considéraient que les pratiques spirituelles indiennes étaient primitives, irrationnelles et elles décourageaient certains rassemblements ou exercices ascétiques. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Le yoga est parfois utilisé comme outil de soft power. Par exemple, lors de la journée internationale du yoga, instaurée en 2015, à la demande du Premier ministre Modi. Donc le yoga, qui autrefois pouvait être interdit, est maintenant promu pour représenter la culture et la diplomatie indienne, parfois même pour promouvoir la culture hindoue aux dépens d'autres cultures du pays. Fait numéro 9, le tapis. Le tapis moderne n'a été inventé qu'en Allemagne dans les années 80. Avant cela, les yogis pratiquaient sur des nattes de jute ou directement sur le sol. Le tapis a vraiment révolutionné la pratique, avec plus de confort, d'adhérence, d'hygiène. Donc c'est un vrai luxe pour nos postures modernes. Imagine un guerrier ou un chien tête en bas sur un sol dur ou glissant, c'est pas vraiment la même chose. Et enfin, fait numéro 10, je voulais te parler des noms des postures. Aujourd'hui, les postures ont des noms poétiques, donc le chien tête en bas, le guerrier, le cobra, mais à l'origine, elles étaient très pragmatiques, voilà, avec des termes comme assis, couché. Les textes anciens, en fait, se concentraient sur des instructions techniques pour guider la pratique. En fait, ces noms poétiques et inspirants apparaissent principalement au XXe siècle, avec la diffusion du yoga en Occident et la structuration moderne des séquences par des maîtres comme Krishnamacharya, et donc popularisés par B.K.S. Iyengar et Pattabhi Jois. Ces noms de postures ont rendu le yoga plus mémorable, plus motivant peut-être plus accessible aussi, et permettent de l'apprécier aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Et voilà, 10 faits fascinants sur l'histoire du yoga, de ses origines philosophiques et spirituelles, au tapis moderne et aux noms poétiques des postures. Le yoga a évolué, s'est adapté et a voyagé à travers les siècles, mais il conserve toujours cette invitation à explorer notre corps, notre esprit et notre lien avec le monde. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note 5 étoiles et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément à me faire connaître, ça me motive aussi pour continuer, vraiment. D'avance, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Je te dis du coup à très bientôt, la semaine prochaine, pour un prochain épisode.